Si on repart à l'origine du film, sa généalogie, c'est l'élément déclencheur, c'est la rencontre avec Francis Allais. Donc comment quelqu'un, en parlant des choses, en parle de telle façon qu'il crée un déplacement en fait. Il crée un étonnement, parce que c'est ça finalement, étonner, c'est être déplacé. Et du coup, effectivement, c'est un scientifique de formation, mais qui, au lieu de parler d'un phénomène de nécrose et de croissance d'un arbre, va dire l'arbre qui marche. Et donc, il crée un émerveillement, en fait, parce que s'il y a bien une idée reçue par rapport aux arbres, c'est qu'ils sont immobiles, qu'ils restent en place de leur naissance jusqu'à leur mort. Et donc là, je pense que ça rejoint aussi un des propres du cinéma, et notamment le cinéma documentaire, qui est d'aller contre les idées reçues. Donc c'est de cet étonnement, je pense, de l'arbre qui marche, de l'arbre qui communique, de l'arbre à lait, de l'arbre à fioul, autant d'histoires d'arbres extraordinaires que l'envie d'un projet de film est né. Ensuite, ce que je raconte là se passe en 91, suite à l'écoute d'une émission de radio à France Culture dans laquelle Francis intervenait, et qui s'intitulait L'arbre c'est inconnu, justement. Et donc on va le voir, on contacte l'éditeur par Minitel à l'époque, et puis on va sur Montpellier, et une grande histoire commence qui va prendre une temporalité un peu inouïe, étonnante aussi, qui sera un peu une grande leçon d'apprentissage pour moi. À ce moment-là, j'ai 24-25 ans, ce film va s'étaler sur 10 ans, qui seront 10 ans nécessaires en fait, parce qu'il y aura une maturité qui va s'acquérir au fil du temps, aussi bien par la recherche, avec la peinture, la poésie, les arbres en cinéma, que sur le terrain, en arpentant différents territoires où on est allé chercher ces fameux arbres qui avaient tant de choses à raconter en fait. Le projet du film tel qu'il existe aujourd'hui, le moyen-métrage, n'est pas né d'emblée. En fait, quand je dis ça s'est étalé sur 10 ans, c'est qu'il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs, en fait, ou en tout cas de choses qui n'ont pas abouti et qui finalement ont permis d'accoucher de ce film-là. Au départ, j'ai eu d'abord l'idée d'une série documentaire. C'était un projet de 18 films, avec chaque fois l'histoire d'un arbre en particulier. C'était des modules de 3 minutes. Et donc on retrouvait déjà l'arbre qui marche, l'arbre qui communique, mais il y avait aussi l'arbre à pierre, l'arbre à fioul. Et bref, ça coûtait très cher parce que c'était aux 4 coins du monde, donc c'était beaucoup de déplacements, beaucoup de machinerie, et au niveau production c'était trop compliqué en fait. Donc on a eu quand même des premières aides pour dire d'aller en repérage. Donc on est allé par exemple 3 mois au Nord Congo en forêt, on est allé en Asie et on a commencé à se familiariser de plus en plus. En fait, c'était un peu comme des repérages initiatiques. C'est en se retournant 10 ans plus tard qu'on se rend compte le chemin parcouru et qu'il a fallu ce chemin-là pour aboutir à ce moyen métrage avec la maturité qu'il a, la densité qu'il a. C'est pas un film qu'on peut faire du jour au lendemain de façon évidente, mais il a fallu aussi d'autres projets qui n'ont pas abouti, qui sont restés inachevés pour arriver à celui-là en fait, qui a condensé finalement tout ce qui ne s'était pas fait avec une proposition qui le rend singulier, d'un mouvement d'ensemble où l'on retrouve des histoires d'arbres extraordinaires, mais aussi où l'on va de l'origine du monde, des débuts du vivant on pourrait dire, jusqu'à la fin des choses. Ou en tout cas une vision plus ouverte sur une forme de disparition et d'extinction qui peut aussi être dans une forme de beauté éphémère. L'écriture du film tel qu'il existe aujourd'hui comme moyen-métrage, c'est le résultat du parcours de ces projets qui ne se sont pas faits, donc à la fois les 18 courts-métrages, chaque fois l'histoire d'un film, à la fois un projet sur la forêt primaire qui ne s'est pas fait non plus. Et à un moment donné, en fait, il y a une rencontre avec une responsable d'Arte qui a envie de faire une soirée théma sur l'arbre. Et je décide de réécrire un moyen-métrage, forte de toutes ces expériences, en fait. Mais avec je dirais, un récit
en termes de temporalité et de mouvement qui est complètement différent parce qu'on repart de l'origine du monde, des débuts, parce que c'est quand même un film qui raconte le rapport humain-arbre, le rapport des humains aux vivants de manière plus large, et qui va jusqu'à un peu la disparition des choses en fait, en tout cas cette dimension de la mort qui est très associée à la vie dans le film. Et le film a la particularité de se faire en 2 ans. Donc c'est un tournage qui s'étale aussi parce qu'il se fait que, par exemple, on va aller tourner le plus vieux durant l'été à la Fonte des Neiges, c'est en Californie. On va tourner le plus grand en hiver. Donc on est très lié aux saisons en fait, comme on est très lié aux lumières quand on filme les arbres. Et du coup, ça s'étale sur 2 ans pour pouvoir répondre aux conditions idéales de tournage. Et ça permet aussi, parce qu'on fait toujours de nécessité-vertu en documentaire, ça permet aussi d'avoir des périodes de montage avant de retourner. Ce qui fait qu'il y a des idées qui viennent aussi au montage. Et notamment les travelling avant sur le hêtre chandelier, sur le citronnier, sur l'olivier, c'est des choses qui sont nées au montage. Et ça chapitre un peu le film, c'est des moments de bascule d'une certaine manière. Et de même, pour faire un film comme ça, qui a quand même un coût de production qui est un peu au-dessus de la moyenne, et où on va devoir aller à plusieurs guichets, il faut que le dossier soit écrit avant de tourner en fait. Donc il y a eu des repérages, il y a eu beaucoup de familiarisation avec une série de savoirs autour des arbres, et puis tout ce qui s'était effectivement qui avait déjà commencé à être écrit. Donc je ramasse tout ça et je réécris ce mouvement général en fait, qui reparle en fait de l'histoire du monde d'une certaine manière. Mais du coup, alors il y a toujours un écart, heureusement, entre le dossier et le film final. C'est dans cet écart que le film il se fait, en fait, entre ce que vous avez projeté, ce que vous avez pu envisager, suite au repérage sur place, suite aux lectures, suite à l'histoire écrite, puis à ce qui arrive, en fait. Et donc le film est dans cet écart-là. Donc il y a des choses aussi qui viennent s'ajouter. Par exemple, un plan que j'aime beaucoup qui est le lever du monde avec le soleil qui sort de la ligne d'horizon de la mer et la mer qui est démontée parce qu'il y a une forme de tempête et il y a un arbre qui est dans l'eau qui est agité par tout ça en fait. C'est pour moi un condensé de l'origine de la vie en fait. C'est comme un tableau. Sauf que c'est en cinéma et que c'est un plan séquence et que tout bouge sauf le plan en fait. Même qui tremble un peu parce qu'il se fait que c'était une optique photo, parce qu'on n'avait pas l'optique idéale, qu'on a planté devant le boîtier caméra. Et donc pour dire que c'est un imprévu, il se fait qu'on est sur la côte et je vois ça et on revient le lendemain pour le filmer, mais c'est une conjonction comme ça des éléments qui fait qu'il y a ça qui se passe. C'est aussi, je l'avoue, parce que on est ici, mais c'est aussi un plan inversé. Normalement c'est un coucher de soleil et on en a fait un lever du monde. Donc on a changé l'étalonnage et on a un peu triché. Donc pour vous dire qu'on transforme aussi en cinéma documentaire, tout film est une interprétation. Et donc on réécrit la réalité, on la reconstruit à partir des éléments du réel, mais on la transforme à travers des logiques narratives, à travers des mises en récit et à travers notre propre regard qui est une dimension subjective. Alors quand je dis qu'on écrit un dossier, ce qui n'est pas nécessairement une idée reçue par rapport au cinéma documentaire, il y a déjà une mise en récit de cette histoire des arbres, de notre rapport à eux et de ce qu'ils portent comme histoire. Du coup, c'est une histoire qui ne préexiste pas, voyez, où je vais aller chercher des éléments qui étaient séparés et je vais les rapprocher en fait. Donc je m'inspire de beaucoup de choses différentes. C'est aussi bien de livres de philosophie comme la nomenclature qui vient d'un livre de philo de Monod ou d'un inventaire à l'après-vert qui reprend l'histoire des palmiers, où on voit tout d'un coup quasi le monde capitaliste fait à partir d'une palmeraie. Mais du coup, ce que j'appelle l'essai, c'est d'abord une structure ouverte
avec un récit qui ne préexiste pas, et où je fais un nouvel agencement, mais aussi avec cette ouverture du récit qui fait qu'on travaille beaucoup aussi la dimension suggestive. On travaille différentes dimensions philosophiques, anthropologiques, scientifiques, et où on recrée une réalité à partir des éléments en fait, qui étaient séparés et qui en même temps ne demandaient qu'à être rapprochés d'une certaine manière. Il y a une phrase comme ça de Bresson que j'aime beaucoup qui dit sois le premier à voir ce que tu vois comme tu le vois. Je trouve que cette phrase-là se rapproche bien de l'idée de l'essai, en fait, qui est à la fois une pensée ouverte, qui a cette dimension suggestive, donc qui entraîne beaucoup l'imagination de la spectatrice ou du spectateur, parce que c'est un film voilà, où il y a de la place, en fait, du fait quand même de sa dimension contemplative, même si c'est un film très dense, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées en 50 minutes, en fait, dans le sens où on a beaucoup d'histoires d'arbres extraordinaires et ordinaires. On passe par l'exotisme pour mieux revenir à l'anecdotique. Hein. Les films fonctionnent beaucoup comme ça. On passe par l'ailleurs pour revenir à l'ici. Mais, et aussi des histoires étonnantes, en fait, parce que il y a l'arbre qui communique, il y a l'arbre qui marche, il y a le plus grand, il y a le plus vieux. Donc c'est aussi passé par... et quand on fait un film sur l'arbre, ces paramètres, ils sont essentiels. Le rapport à l'espace et au temps, en fait, qui sont deux paramètres qui sont toujours là, de manière consubstantielle. On les dissocie pour mieux les penser, mais quand on filme les arbres, ils sont encore plus là, en fait, parce qu'on est toujours travaillé par le mouvement du rapport à l'espace et au temps. Et par exemple, quand on refait l'histoire du figuier étrangleur, on va faire 5 mouvements de grue qui sont des travelling au bas, où on reconstitue en fait un phénomène qui se passe sur plusieurs décennies, en fait. Mais on va le raconter en 2 minutes et on va le reconstituer en 4-5 mouvements de caméra. Donc c'est tout d'un coup comment l'espace-temps du mouvement raconte une temporalité qu'on ne pourrait pas filmer en vrai, en fait. Et c'est pour ça que je dis aussi que on parle dans des dichotomies qui ne sont pas très intéressantes, en fait, en termes de rapport de connaissance. Je parle de fiction documentaire. Il y a toujours une nature fictionnelle dès qu'on met en récit, dès qu'on approche le réel et qu'on interprète. Donc cette dimension subjective dont on parlait, c'est effectivement d'abord une sensibilité particulière. Il se fait que ce film questionne aussi beaucoup cette relation à la nature, ce fameux rapport nature-culture sur lequel il revient, en fait, en nous déplaçant et en essayant de retisser quelque chose qui a été divisé et opposé, qui est le rapport nature-culture. Mais on participe de la nature, elle nous constitue, et donc on essaye de retisser un lien qui s'est perdu, mais qui existe dans d'autres ères culturelles, qui existe dans d'autres époques, celles pré-capitalistes, et où on retrouve cette dimension, en fait, à travers notamment une des premières séquences du film, le mythe des créations du baobab. Donc on retrouve dans notre histoire européenne culturelle beaucoup d'histoires d'arbres renversés. Donc j'ai, par exemple, pour l'écriture de cette séquence-là, été rechercher tous les mythes des arbres renversés, aussi bien en Afrique, mais aussi en Europe, où il en existe beaucoup dans le nord de l'Europe, et donc de revenir sur un mythe de création qui explique l'origine finalement d'un arbre en particulier, mais chaque arbre a son récit originel. Donc c'est aussi ça que le film raconte, on parle d'un arbre en particulier, mais ça vaut pour beaucoup d'autres, et on le comprend quand on le voit. La question de comment filmer les arbres est une question essentielle qui nous a animés pendant toutes ces années, sans doute. Sans doute parce que déjà, l'arbre est un sujet anti-cinématographique par excellence. C'est une merveilleuse angoisse que de filmer les arbres. C'est parce qu'il est fixe. Non seulement il est fixe, mais en plus il est immobile, il ne parle pas, il est vertical alors qu'on a un cadre horizontal, il n'est pas spectaculaire pour la majorité d'entre eux, en tout cas c'est pas ça qui retient l'œil. Et du coup, effectivement, il va contre tout ce qui pourrait être un présupposé en cinéma. Et donc c'est là où le travail commence, c'est-à-dire que nous, pour le faire passer de mobilier urbain
d'objet à sujet, à personnage vivant, à personnage porteur d'histoire, à personnage donneur de vie aussi, hein, parce qu'il nous est nécessaire pour vivre, on va devoir mettre beaucoup de valeur ajoutée en fait. Du coup, les récits nous aident, hein. La mise en récit, c'est aussi quelque chose qui fait vivre. Et donc on a besoin des récits. Mais donc c'est tout un travail de recherche par rapport à ça, mais on a aussi besoin d'aller en repérage. Donc il y a eu des repérages devant chaque arbre pour pouvoir le filmer, pour savoir comment le filmer. Donc pour trouver cette adéquation entre le pourquoi et le comment, il faut être devant les arbres en fait, pour pouvoir à chaque arbre comprendre la forme qui est adéquate, une espèce de forme qui pense, qui est porteuse de l'histoire de cet arbre-là en particulier. Et puis on est obligé aussi d'aller sur place et de voir l'arbre en question pour savoir quelle technique on va utiliser en fait. Parce que chaque arbre a une physionomie, a un environnement, a un type de récit. Et du coup, on va s'inspirer à chaque fois du matériau pour définir une forme. Et une forme qui soit porteuse du contenu, en fait. Et ce qui va permettre aussi aux commentaires d'être le plus réduit possible, en fait. Parce que la forme parle d'elle-même, d'une certaine manière, du fait d'être dans des logiques qui appartiennent à l'histoire de l'arbre. Et du coup, il faut aussi, quand on filme en pellicule, avec quand même, malgré une économie, elle est assez réduite, hein, donc on est en petite équipe, on a un temps de tournage restreint, on a une économie réduite, donc quand on filme en pellicule, c'est une contrainte aussi, et il se fait que on est clair dans nos intentions. On sait où on va filmer, on sait ce qu'on va filmer, et on sait comment on va le filmer en fait. Donc après, on est ouvert aussi à la dimension de l'imprévu, parce qu'il y a toujours une articulation entre maîtrise et non-maîtrise. Il y a des choses qui arrivent, qui viennent rajouter des forces à ce qu'on avait déjà envisagé, projeté. Il y a aussi des formes de rationalisation. Il se fait qu'on a tourné beaucoup à Madagascar, parce qu'il y avait plusieurs histoires d'arbres extraordinaires. On y trouvait le baobab, le banyan, l'arbre qui marche, les palétuviers. Il y avait aussi le figuier étrangleur, donc voilà, il y a une rationalisation à un moment donné, on va avec une petite équipe, la machinerie, et on filme plusieurs arbres. Mais, pour le séquoia, vous avez utilisé un Steadicam, si je ne me trompe pas. Oui, alors c'est dans les contraintes avec la pellicule, il y a le fait de cette économie, de savoir où l'on va et comment on filme avant de le filmer. Mais il y a une condition qui est importante, qui est le rapport lumière aussi. Du coup, chaque séquence va être pensée à travers ces paramètres. Donc le séquoia, déjà, au départ, il y a toute une progression pour arriver à le filmer, comment on va le filmer. Au départ, on pense filmer avec une montgolfière, pour vous dire, avec une cinébule, qui est une montgolfière adaptée au cinéma. Et on pensait le faire en un plan séquence, en partant de la base, en créant un rapport d'échelle pour comprendre son immensité, et à faire un mouvement travelling bas-haut, dont la durée du plan dirait la hauteur de l'arbre. Et en fait, c'était impossible de filmer avec une montgolfière au Sequoia National Park. Donc on commence à penser autre chose. On réfléchit à la dimension de l'enfance dans la forêt. On a besoin de lumière, donc on se dit qu'on va venir tourner en hiver parce que la neige crée une réflexion de la lumière. C'est moins couru aussi que l'été, où on a plus l'habitude de voir la voiture à côté de séquoia, et ça donne un rapport d'échelle. Donc là, on se rapproche de l'idée du conte, on va travailler avec des enfants. Donc il y a quand même le côté micro-fiction à certains endroits. Donc on va amener 4-5 enfants là, et on va jouer une espèce de jeu de cache-cache avec les arbres comme éléments de décor d'une certaine manière, mais qui sont les personnages principaux en fait. Les enfants font exister les arbres parce qu'ils créent un rapport d'échelle. Donc c'est pas avec des objets, c'est aussi au début du film créer un rapport humain-arbre à travers l'enfance. Et donc il y a la neige, il y a l'enfance, et il y a aussi le fait de se dire que il est tellement grand en fait qu'on n'arrive pas à le montrer.
voyez. Donc on commence à travailler le hors-champ. Donc on va travailler juste à la base des arbres, là où ils sont les plus beaux par ailleurs, parce qu'ils ont un côté pachydermique, ce sont un peu comme des pieds de dinosaures, hein. Ils sont irréguliers, il y a beaucoup d'aspérité, ils sont énormes. Du coup, on va travailler à partir juste du pied des arbres. Et donc en travaillant le hors-champ qui suggère et qui nous fait dire que effectivement ces êtres sont tellement grands que j'arrive pas à les voir en entier. Et juste à la fin de la séquence où on recule et on a cette idée de cette immensité en fait qu'on a du mal à appréhender. On a beau les connaître en photo le plus souvent. Être sur place, ça, quand même, c'est une leçon du vivant en fait. Ouais, l'arbre nous tend un miroir quand même sur notre fragilité, notre petitesse et sur l'immensité qu'il peut représenter et qui ouvre des portes. C'est aussi ça qui nous a donné envie de faire un film sur les arbres. Si on veut parler de l'enfance, j'ai envie de l'aborder de deux façons. Je pense qu'il y a d'abord l'enfance du regard, auquel m'a convié ce film. Pour moi, ça a été une école en cinéma, en fait. J'ai pas fait d'école, je viens de l'anthropologie, mais ça a été mon école que de faire un film sur les arbres, que d'apprendre à filmer les arbres. On dit parfois, filmez d'abord des montagnes, des maisons, des arbres, et puis vous serez mûr pour filmer une comédie. Parce qu'effectivement, les arbres nous obligent à penser notre rapport au mouvement ou au fixe, notre rapport au cadre, notre rapport aux éléments. C'est faire vivre aussi une forme de langage silencieux en fait. Et donc on doit tout penser, la lumière, le cadre, la durée, le rapport entre les choses. Et donc c'est aussi revenir à des notions essentielles en cinéma, sur effectivement pourquoi faire un mouvement, pourquoi ne pas en faire, qu'est-ce que raconte l'espace d'un mouvement, comment il contient du temps. Donc ces paramètres du temps et de l'espace sont omniprésents en fait, à plein de niveaux. Et après, c'était aussi de rester dans une enfance du regard au niveau de la connaissance, c'est-à-dire que je ne suis pas botaniste, je ne suis pas une spécialiste d'une matière liée à l'arbre en fait. Je pourrais être, je sais pas, exploitante forestière ou photographe des arbres. Voilà, il y a plein de spécialités de gens qui travaillent autour de ça. Moi, au départ, je connais rien en fait. J'ai pas la main verte, j'ai pas de connaissance des arbres. Je connais très peu de noms d'arbres. Vous voyez, j'ai 24-25 ans et on ne m'a pas transmis grand-chose en fait. Donc il y a une vraie ouverture avec l'idée de ce projet, de cet homme tout d'un coup qui dit « l'arbre qui marche ». Et en même temps, quand je fais le film qui aboutit 10 ans plus tard, où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai observé et j'ai vu des choses que j'aurais pas vues si je n'avais pas observé. Mais pareil, dans le processus de recherche, je maintiens cette enfance du regard, en fait, cet étonnement dont on parlait au début, et de se dire, je parle avec des yeux de non-spécialistes, des yeux d'amatrice de l'arbre, en fait. Et c'est aussi rester dans ce regard-là pour continuer à travers peut-être la dimension du merveilleux, de l'étonnement, et d'être saisi par la beauté du monde en fait, mais avec les yeux du nouveau-né. Et je pense aussi qu'en grandissant, on perd le rapport à l'arbre, que l'enfant il l'a en fait. Il l'a beaucoup plus que nous dans sa poésie, dans sa contemplation du monde, dans le fait qu'il n'a pas encore appris à diviser, à sortir du monde de la nature qui l'environne. Et que du coup, Prévert le dit bien dans son texte Arbre, il dit que l'enfant parle arbre, que l'adulte a appris à parler arboriculture et qui s'est détaché en fait de la chanson du vent dans les arbres. Et du coup, il se fait que mon fils qui joue dans la séquence des séquoias était dans une petite école et que j'ai invité l'école à venir voir le film dans une salle de cinéma. Et que ça a été un moment merveilleux. C'était des enfants entre 7 et 12 ans qui nous ont invités après, Marc-Antoine et moi, à venir voir les dessins qu'ils avaient faits après avoir vu le film une seule fois,
mais sur grand écran. Et on pouvait retrouver le film dans son entièreté quasi intégrale à travers tous leurs dessins. Donc ils avaient gardé la mémoire et ils faisaient trace en ayant juste vu l'expérience une fois du film. Et donc ça m'a donné envie de continuer. Donc j'ai fait des petits ateliers en faisant une création radiophonique avec les enfants, en leur posant la question de qu'est-ce qu'un arbre pour eux, en faisant des petits poèmes à partir de petites contraintes. Et ça a donné une radio qui s'intitule L'enfant parle arbre, qui est sur le site d'Alter Ego Film d'ailleurs, qui est en écoute libre. Et Francis Allais est venu aussi une journée dans la classe de ceux de 11-12 ans pour également parler des arbres, de la forêt. Et ça a été une expérience formidable. En fait, ça a été très compliqué de couper le cordon ombilical avec le film parce que on l'a prolongé, et notamment avec les enfants. Et on a fait aussi des animations avec leurs propres dessins. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que les enfants parlaient arbre beaucoup mieux que nous, et avec un rapport d'usage où je sentais leur observation et la poésie qui est quasi spontanée en fait dans leur capacité qu'ils ont à voir grand. Alors c'est un film où la dimension technique est importante. Alors à la fois on n'a pas l'économie d'une super production, hein, comme parfois des films animaliers, et à la fois on va devoir inventer, bricoler, et en même temps avoir une boîte à outils qui est quand même plus sophistiquée que juste un pied de caméra et un ingénieur du son qui perche. Donc là, effectivement, il y a une équipe qui est avec une caméra, le chef opérateur, le couple en réalisation et aussi un machiniste. Le son est fait non synchrone, donc on n'a pas toujours un ingé son avec nous. On fait le son aussi nous-mêmes, on fait beaucoup de sons seuls, de sons d'ambiance. On est dans des endroits où on peut faire des ambiances sonores magnifiques. Et il y a un gros travail sur le son, on pourrait y revenir sur le film. Mais du coup, le machiniste, c'est un gars qui adore la nature, donc c'était un plaisir de travailler avec lui. C'est important de travailler avec des gens aussi qui sont investis et qui ne regardent pas leur montre et qui sont dans un rapport contemplation et qui vont aussi tirer un parti du film en fait, qui vont être joyeux du film. C'est important d'être dans cet enthousiasme quand on fait un film comme ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'attentes, beaucoup de mise en place. Et dans la mise en place, lui, il a un gros boulot en fait parce que on a tous les travelling possibles et imaginables. Donc on a des travelling circulaires avec l'arbre fou, on a un travelling de 30 mètres avec l'arbre timide qui est sur un terrain pentu, qui est sur un magnifique lieu qui s'appelle la Villa Turet au Cap d'Antibes, qui est un jardin botanique assez buissonnier on va dire. Et il se fait qu'il y a une vingtaine d'arbres qui ont ce phénomène de timidité. Du coup, le travelling, il fait 30 mètres, mais il faut l'équilibrer pour qu'il soit stable et latéral et droit. Donc, à la fin, il y a 1 mètre de plots qui permettent que le travelling soit droit. Donc il va mettre une journée pour faire ce travelling. Donc il y a des travelling pour l'arbre qui marche, hein, parce qu'on va aller dans le mouvement gauche-droite. En fait, tous les mouvements de caméra vont dans le sens gauche-droite avec l'aide des travelling, sauf l'arbre fou qui va dans le mouvement droite-gauche. Il va dans l'ordre inversé parce qu'il n'est pas normal. Et donc on travaille avec ce type de logique. Mais le machiniste, c'est aussi celui qui va monter avec le chef opérateur la grue. On a une grue électronique qu'on a amenée dans une espèce de grande boîte rectangulaire, un peu notre cercueil, dans lequel on a la grue, qui est un prototype qu'on est allé chercher en Allemagne, donc qui permet une mobilité qui est assez léger parce qu'il faut transporter ça en forêt, qu'on est juste quelques-uns, avec 2-3 aides sur place. Et donc on monte cette grue qui va permettre de faire des mouvements haut-bas pour accompagner cette racine lianiforme qui enserre l'arbre haute et qui commence déjà à l'étouffer, et pour mettre aussi un perroquet au-dessus, hein, parce que je parlais de microfiction tout à l'heure dans des récits poétiques avec les enfants, avec le Scoia, mais par exemple là on a acheté un perroquet sur un marché qu'on a
on a accroché au-dessus de l'arbre et qui dépose la graine qui va sur un épiphyte qui va produire la racine lianiforme qui se déroule et qui va s'enficher dans le sol et s'enraciner. Et puis de là commence une espèce d'enserrage. Donc ça c'était la grue, mais on a parlé aussi de la cinébule. La montgolfière, on ne l'a pas utilisée pour le séquoia, mais on l'a utilisée pour filmer les arbres après la tempête. Donc cette fameuse tempête de décembre 99, qu'on va filmer en mars 2020, dans un camp qui n'a pas encore été nettoyé, qui est dans le Limousin, qui est le camp de la Courtine, qui est un camp militaire, où en fait le vent a défait toute la forêt et tous les arbres sont couchés, mais c'est des arbres morts avec un certain type de mort en fait. Tous les arbres sont déchirés, il n'y a que le vent qui peut faire ça. C'est pas des coupes, vous voyez, comme on peut trouver avec les arbres que l'humain coupe, qui est aussi une séquence dans le film où il est dit seul le feu, le vent et l'humain font mourir les arbres. Mais du coup, là, on utilise une montgolfière qui est adaptée au cinéma, et donc voilà, on peut mettre la caméra avec une tête et c'est une cinébule qui est assez souple et qui peut être très bien dirigée et qui permet d'aller près des choses en fait, avec un mouvement très continu, très souple, avec une grande proximité. On l'avait fait en hélicoptère aussi, mais on a gardé la cinébule parce que c'était le plus proche et le plus humain comme mouvement, on pourrait dire, au sens d'une forme d'intimité. C'était moins mécanique. Donc, du coup, voilà, il y a le Steadicam dont on a parlé tout à l'heure pour les séquoias. Donc là, il se fait qu'on a 1 mètre de neige, il faut marcher, il faut être aussi dans une forme de souplesse et accompagner le mouvement des enfants acteurs autour des arbres. Donc j'ai l'impression qu'on a utilisé au final une panoplie qui est souvent peu utilisée. C'est pour ça aussi que ça a été mon école en cinéma. Hein. J'ai appris beaucoup de techniques, aussi bien les travelling pirogues avec les palétuviers, sur lesquels on a mis la grue. Donc ça permet de raconter cette histoire de l'arbre qui marche et qui, en refusant peut-être sa destinée de fixité, va mourir dans l'eau. Bon, ça c'est aussi une poétisation d'un récit de cet arbre qui marche, mais il se fait que quand on est arrivé dans ce qu'on appelle les mangroves, on a d'abord vu des feuilles flotter sur l'eau, on a vu des fruits en dessous de l'eau transparente, avant de voir l'arbre en question en fait. Du coup, comment le récit se construit tout d'un coup cet arbre s'enfonce dans l'eau et finit par s'évanouir sous l'eau et donc la mer rejette à la fin des feuilles dans une espèce de lumière de fin de journée qui pourrait être effectivement une espèce de disparition des choses de nouveau. Mais c'est aussi l'histoire d'une naissance et d'une mort avec l'idée du cycle et du coup d'un recommencement infini. Parce que je pense que ça rejoint aussi la fin du film, mais aussi l'ensemble du mouvement du film, cette idée de cycle et d'association entre vie et mort, qui sont deux choses qui se tiennent et qui en fait participent d'un même mouvement. On parle rarement du son au cinéma, à tort. C'est un film où le son est extrêmement important pour faire vivre les arbres. S'il n'y avait pas le son, on n'aurait pas réussi à faire ce film. Alors évidemment, il y a la voix qui est un élément sonore, mais pas que. Et la voix a tendance vite à prendre le centre du son, à être dominante. Mais c'est une part assez restreinte finalement sur le film. Et c'est un film qui est tourné non synchrone, donc c'est filmé en Super 16 gonflé 35 mm avec la sortie salle qui est derrière. Hein. À ce moment-là, on travaille avec des copies film. Et donc on tourne muet, tout est tourné muet parce qu'il y a de la machinerie, parce qu'il y a du bruit, parce que l'environnement sonore n'est pas nécessairement idéal. Par exemple, on imagine les bruits de nos pas dans la neige pour le séquoia, ou le bruit de nos pas dans l'eau, tout ça n'est pas très intéressant, ou le moteur de la grue ou de la pirogue. Donc tous les sons sont faits à part.
En revanche, on en fait beaucoup sur place, dans les environnements naturels dans lesquels on travaille. Donc ça va être par exemple pour le palétivier des mangroves, on va travailler à différentes heures de la journée. Parce que quand l'eau se retire, les racines échasses qui sont apparentes ont des petits coquillages, donc ça pète, ça éclate, ça vit en fait, ça sèche, ça se rétracte. Donc tout ça, ça fait des sons. C'est vous qui avez enregistré les sons. On a fait beaucoup de sons nous-mêmes, sauf sur la partie de Madagascar qui était la plus importante en termes de temps de tournage, parce qu'il y avait plusieurs arbres. Là, on a pris un ingénieur de son. Mais sinon, tous les autres, que ce soit la palmeraie, que ce soit les séquoias, que ce soit les Mathusalem en Californie aussi, que ce soit l'ensemble des autres séquences, on va dire, qui ne sont pas tournées à Madagascar, on fait le son nous-mêmes. Donc on a investi dans le matériel son. Dans un micro et on passe du temps. En fait, le son, c'est du temps. Hein. Il faut avoir un environnement qui est assez pur et il se fait qu'on va dans des lieux quand même qui sont assez retirés. Quand on est allé faire les acacias calcinées, qui est la dernière séquence, on est allé en Namibie, dans le désert du Namib. Ben, là, effectivement, on fait le son nous-mêmes. Donc, on est dans des environnements qui sont assez propres, en fait, qui sont assez privilégiés pour faire des ambiances sonores, pour faire beaucoup de vent. C'est un film où il y a une qualité de vent qui est assez formidable, il y a plein de vents différents. Donc c'est aussi comment le vent, c'est quelque chose qu'on enregistre parce que c'est de l'air qui passe à travers les choses, et notamment à travers les arbres. Donc il y a une chanson du vent dans les arbres, et donc on va en enregistrer beaucoup de différents. Et donc il y a un travail d'enregistrement sonore qui est important. Il y a aussi du bruitage, hein, il y a eu du bruitage sur le film, et donc cette accumulation des éléments en fait de la nature, aussi bien l'eau que les arbres, que les éléments liés à la terre et à l'air. Enfin, on retrouve en fait les 4 grands éléments, hein, et on va l'utiliser beaucoup au montage son. Donc il y a un temps de montage son qui est plus important que le montage d'image. Donc on va travailler avec un monteur son qui est aussi un monteur son spécialisé. C'est une spécialisation qui naît dans ces années-là. En fait, avant le monteur faisait tout. En fait, il n'y a pas de division du travail, surtout en documentaire. Mais là, on va travailler avec un monteur spécialisé son. Et donc voilà, il y a aussi beaucoup de musique. Hein, c'est aussi un élément sonore, un élément musical qui sont différentes, qui sont aussi des musiques acoustiques, hein, qui ne sont pas des mélodies en fait, donc qui vont aller chercher aussi des sons qui se rapprochent de la nature. Par exemple, L'arbre étrangleur qui joue un peu une micro-fiction policière, hein, c'est un peu le thriller du film, va chercher, c'est une musique de Luigi Nono, c'est une corde, c'est le mouvement d'une corde, donc c'est une espèce de descente, c'est un violon, et ça se rapproche aussi d'un son lié à la nature. Vous voyez, c'est un frottement. C'est aussi des musiques très particulières. La musique liée à l'origine du monde, c'est une musique de Xui, qui est une compositrice chinoise qui s'appelle Écho de la Terre. Et donc c'est aussi un début du monde, c'est une musique acoustique très liée aux éléments de la nature. Donc on va chercher aussi des éléments musicaux qui sont très particuliers, qui travaillent finalement cette notion du vivant pour moi. Qui est l'esprit du film. Hein, c'est comment on tisse avec les choses et comment peut-être l'intention principale, c'est de nous déplacer dans notre regard à l'arbre et aussi dans notre rapport au vivant, en se rappelant que on participe de la nature et qu'elle nous constitue en fait, et que tout est un. Je dis c'est retrouver, peut-être réarticuler ce rapport aux choses, qu'elles soient végétales, minérales, animales ou sidérales, ce fameux nous extensible que travaille quand même fort le film, avec la lumière, avec les arbres, avec les oiseaux, puisqu'ils sont aussi dans le son du film, hein, évidemment, ces habitants des arbres. Donc voilà, c'est un film qui essaye de condenser poétiquement tout ça. Ouais.